L'invité de Smart Impact, c'est Natacha Tréant. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Grenoble-Alpes. Vous avez publié sur le site The Conversation un article sur la résilience climatique des entreprises. On va peut-être commencer par le constat, à quel point elles sont directement concernées par les conséquences du réchauffement climatique. Oui. Alors, je voudrais prendre un exemple vraiment symbolique, c'est celui de Porsche. Oui. Pendant les inondations majeures cet été en Europe, un de ses fournisseurs d'aluminium a été bloqué. Résultat pour Porsche, 1 milliard de pertes potentielles de chiffre d'affaires, mais surtout une baisse significative de son cours de bourse, parce que les investisseurs ont considéré que sa chaîne de valeur n'était pas assez résiliente. Et là, on n'est qu'en Europe. Alors, on sait qu'en fait, les chaînes de valeur, elles sont mondiales et fragmentées. Ça veut dire, si on prend simplement, par exemple, les semi-conducteurs, 40% des industries semi-conducteurs sont situées aujourd'hui dans des zones qui, d'ici 2030, vont être soumises à un stress hydrique intense. Et alors là, c'est toutes les supply chains de l'automobile, l'aéronautique, l'électronique qui vont être concernées. Donc en fait, au niveau des entreprises, les entreprises ne pourront plus dire « Ah, mais c'est un cas de force majeure ». Parce qu'avec le réchauffement climatique, les événements extrêmes, les événements imprévus, ça va devenir notre nouveau monde normal. Oui, donc ça veut dire que leurs assurances, mais aussi les investisseurs, etc., disent mais attendez, non, vous ne l'avez pas prévu, c'est votre souci. D'accord. Donc dans ce cas-là, et peut-être juste deux chiffres clés, simplement en France, pas à 2100, dans 5 ans, le réchauffement climatique, c'est plus 2 degrés. Et au niveau mondial, c'est plus 1,5 degré. Donc automatiquement, les événements extrêmes et imprévisibles vont se multiplier. Et là, la résilience est clé. Ouais. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui doivent intégrer le risque à leur stratégie ou alors se réinventer, c'est-à-dire, parce qu'il y a les deux aspects. Ouais, qu'est-ce que moi, entreprise, je fais pour limiter le réchauffement? Donc, est-ce que je fais parfois, je réinvente mon modèle économique ou alors simplement, je continue de faire ce que je faisais depuis des décennies, mais je me prépare. C'est une vraie question. En fait, quand on regarde depuis la crise Covid, la majorité des entreprises ont travaillé sur le management des risques. Mais en fait, c'est pas parce que vous managez des risques que vous êtes résilient. Management des risques et management de la résilience, ce sont deux concepts complémentaires, mais totalement différents. Le management des risques, c'est le fait de travailler pour diminuer la probabilité d'apparition d'une menace et diminuer son impact. Le management de la résilience, c'est face à une crise majeure, imprévue, face à un événement imprévu. C'est comment je fais à un moment donné pour réagir et pour survivre. D'accord ? Donc en fait, quand on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la résilience, c'est 3 éléments clés. Vous dites capacité d'absorption d'un choc, capacité d'adaptation après le choc, capacité de transformation pour devenir robuste, c'est ça ? Exactement. C'est les 3 éléments. Vous avez totalement raison. J'ai lu votre article sur tous les deux. Et donc sur la capacité d'absorption d'un choc, de quoi on parle ? C'est ce que vous expliquez avec l'exemple Porsche, par exemple ? Oui. Et alors peut-être juste quand même dire, que les entreprises elles comprennent, il y a une étude qui est sortie de BCG qui est très intéressante. Au niveau mondial, c'est 10% des entreprises qui ont une capacité de résilience. C'est pas beaucoup. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Donc maintenant, je réponds à votre question sur la capacité d'absorption d'un choc. La capacité d'absorption d'un choc, c'est conditionné en fait par 2 paramètres. C'est conditionné par la détection des signaux précoces et par la qualité en fait de l'échange et l'intensité de l'échange tout au long des chaînes de valeur. Mais encore faut-il connaître sa chaîne de valeur. Et ici, c'est le vrai problème. En fait, la majorité des entreprises, elles connaissent leurs fournisseurs de rang 1, donc leurs fournisseurs directs, mais elles ne connaissent pas les fournisseurs des fournisseurs, les fournisseurs de rang 2, de rang 3, etc. Or, toutes les recherches académiques, elles montrent que les crises, elles surviennent majoritairement dans les rangs 2 ou auprès des rangs 3. Donc ça veut dire qu'ici, alors peut-être un autre chiffre qui est assez étonnant, en Europe, c'est 8% des entreprises européennes qui connaissent leur rang 2. C'est très faible, on est d'accord ? Donc il y a une vraie problématique par rapport à ça. À mon sens, une solution, c'est de travailler par filière, entre concurrents, entre clients, entre fournisseurs, pour essayer de reconstituer des chaînes de valeur, pour essayer de les cartographier et de les tracer. Vous parlez de coopétition, c'est ça ? Exactement, c'est l'alliance en fait de la coopération et de la compétition. Et pour moi, un exemple qui est très intéressant, c'est celui de l'industrie cosmétique, avec des gens comme Chanel, des gens comme Clarins, qui sont bien, on est d'accord, qui sont mis en concurrence, mais qui vont s'allier ensemble pour reconstituer des chaînes de valeur à travers un consortium de 15 entreprises, avec des concurrents, des clients, des fournisseurs, pour retracer, ça s'appelle Trace. C'est très intéressant. Et c'est pour retracer l'ensemble de leur chaîne de valeur, pour bien comprendre, reconstituer en fait les différents rangs. Ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément les mêmes fournisseurs ou les mêmes sous-traitants ? Si, majoritairement. En fait, quand vous êtes dans une même filière, et c'est ça l'intérêt, vous allez partager souvent des fournisseurs. Et plus vous allez pouvoir en fait mettre en commun de l'information, plus vous allez pouvoir essayer de reconstituer en fait les rangs inférieurs et remonter jusqu'au champ ou jusqu'à la mine, à l'extraction. Et peut-être même accompagner les 10 fournisseurs pour qu'ils soient plus résilients eux aussi. Et vous avez tout compris, c'est le nerf de la guerre.
rien à la guerre. Effectivement. Tout à fait. Quand on parle de capacité d'adaptation après le choc, alors là, c'est intéressant parce que j'imagine qu'il ne faut pas attendre le choc pour s'adapter. Oui, tout à fait. Oui. Alors ici, la capacité d'adaptation, c'est conditionné par la diversité. Oui. Si je prends une métaphore naturelle, quand vous êtes dans un champ de blé, si vous voulez que votre champ de blé il soit résistant et donc adaptable par rapport à des pathogènes ou par rapport à une sécheresse, il faut en fait cultiver plusieurs variétés de blé ensemble. Et bien, dans une chaîne de valeur, c'est exactement la même chose. Il faut diversifier ses zones d'approvisionnement, il faut diversifier ses fournisseurs, il faut diversifier ses stockages, ses zones de stockage et automatiquement multiplier les stocks. Et enfin, idéalement, il faut diversifier ses produits, avoir des produits de substitution. Alors vous allez me dire, oulala, mais la résilience, c'est pas de l'efficience. Et oui, mais ça veut dire qu'en fait, quand on est sur une logique d'optimisation, l'optimisation fragilise. L'hyperspécialisation, l'optimisation fragilise. Et en particulier, quand on est dans un environnement qui est un environnement instable, imprévisible. D'accord. Mais alors ça va à l'encontre d'autres objectifs qui pourtant ont potentiellement un effet de décarbonation, qui sont la relocalisation, le circuit court, etc. Ben non, justement. Parce que si vous nous dites qu'il faut disséminer les risques. Et on ne pas disséminer les risques, on va vouloir atténuer les risques, mais regardez sur une chaîne de valeur. Le but du jeu, c'est plutôt faire du zone pour zone. Quand vous faites du zone pour zone, vous atténuez automatiquement aussi l'empreinte carbone. C'est faire de l'économie circulaire. On n'est pas sur une logique où... L'exemple typique. Les Américains, ils disent, moi je veux aller dans une zone à bas coût pour produire mes médicaments. Ils ont dit, on va choisir Porto Rico, on concentre toute notre fabrication de médicaments dans cette zone-là. L'ouragan Maria, c'est toute leur chaîne de valeur qui d'un seul coup est déstabilisée. Donc on voit bien qu'en fait, pour ça, la réponse c'est, il faut changer nos indicateurs de performance. Il faut arrêter d'être sur des indicateurs de performance, et en particulier au niveau des achats, qui sont focalisés à court terme et sur la productivité. Et puis deuxièmement, il faut systématiquement intégrer le chiffrage des stress tests, c'est-à-dire des tests de résistance de nos chaînes de valeur, parce qu'à ce moment-là, on verra que ça ne va pas à l'encontre d'un coût supplémentaire, mais au contraire, si on intègre le chiffrage en fait des impacts potentiels, on va se rendre compte que travailler sur la résilience, avoir plusieurs zones de sourcing, etc., au contraire, ça va nous permettre de protéger et c'est un investissement qui est rentable. Oui, il y a toujours cette maxime qu'il faut répéter, c'est que l'inaction coûte plus cher que l'action. Ça, c'est ce que tout le monde dit, on a bien compris. Aux conséquences du réchauffement. Bien évidemment. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est une réalité aussi pour les entreprises. Et donc, ça nous amène au troisième axe, vous avez commencé à l'évoquer, capacité de transformation pour devenir plus robuste. Oui. On parle d'investissements lourds, vous nous dites, oui, ils sont lourds, mais ils rapporteront plus que de ne rien faire. Ça, on l'a bien compris. Vous avez totalement raison. Et en fait, la capacité de transformation, c'est qu'il faut apprendre des crises. Et apprendre des crises pour se transformer et pour devenir plus robuste ensuite. Mais c'est là qu'on peut aller jusqu'à changer de modèle éventuellement ? Bien évidemment, changer de modèle, reconcevoir sa chaîne de valeur. Et puis aussi, pour moi, il y a deux niveaux au niveau de la transformation. Il y a le niveau je suis donneur d'ordre, je suis client, c'est reconfigurer ma chaîne de valeur. C'est aller vers des chaînes de valeur justement qui sont plus zone pour zone. C'est-à-dire, je vends en Europe, je fabrique en Europe. Je vends en Asie, je fabrique en Asie. Mais c'est aussi en Europe, c'est des supply chains et des chaînes de valeur qui sont beaucoup plus sur de l'économie circulaire. Parce que ça, c'est résilient. D'accord ? Donc ça, c'est la transformation en tant que entreprise cliente, en tant que donneur d'ordre. Mais j'ai une grande responsabilité. Pour moi, il y a une responsabilité des donneurs d'ordre et des clients à aider leurs fournisseurs à se transformer également. Pour moi, c'est clé. Et là-dessus, j'adore ce que fait Blédina. Je voudrais juste vous donner un exemple. Allez-y, oui. Blédina, en fait, pour aider ses fournisseurs agriculteurs à passer à de l'agriculture régénératrice, ils disent, mais ce qu'on fait, c'est qu'on vous fournit en fait un support technique et en plus, on vous propose une prime. Donc, on est typiquement sur une logique où on va nous-mêmes se transformer nos chaînes de valeur, aider nos fournisseurs pour véritablement aller vers des supply chains qui sont beaucoup plus robustes. Est-ce que c'est vrai aussi de l'exemple que vous donniez tout à l'heure sur la cosmétique, c'est-à-dire que est-ce qu'ils identifient effectivement la chaîne de valeur pour l'aider, il ne s'agit pas simplement de lui mettre la pression, c'est ça ? Non, le but du jeu, c'est de tous s'intégrer dans une logique de transformation qui va bien évidemment intégrer le chiffrage des impacts. Et à ce moment-là, on se rend compte que non, ce n'est pas simplement du coût, c'est un retour sur investissement. Et travailler sur l'ensemble de sa chaîne de valeur dans un effet de cascade, mais qui est au contraire très positif et très vertueux. Parce que on n'est plus, alors on revient au modèle assurantiel, c'est-à-dire qu'on est dans une certitude que sa chaîne de valeur sera impactée un jour ou l'autre, c'est ça ? C'est obligatoire quand on regarde, c'est ce que je disais par exemple sur les semi-conducteurs. C'est bien évidemment que l'ensemble de sa chaîne de valeur va être impacté. Et le nerf de la guerre, c'est qu'aujourd'hui les entreprises, elles restent focalisées uniquement sur leur propre entreprise, ce qui est déjà pas mal. Mais en fait, la majorité des crises, elles viennent en fait des rangs 2, des rangs 3. On l'a vu pendant la crise Covid,
D'un seul coup, on s'est dit, l'épicentre de la crise à Wuhan, est-ce qu'on a des fournisseurs qui sont à Wuhan? Personne ne le savait. Donc il a fallu essayer de reconstituer ces chaînes de valeur et on s'est rendu compte que ça a bloqué le monde entier à un moment donné. Donc il y a vraiment cette logique à un moment donné de cartographier l'ensemble des chaînes de valeur. Et peut-être si on a le temps... Tout dernier mot, 30 secondes. Non, je voulais parler de la CSRD, mais c'est ça, la CSRD, on ne va pas avoir le temps parce qu'il faut plus de temps. Et on l'a souvent évoqué dans cette émission et on attend les décisions européennes sur la directive Omnibus. Peut-être le dernier mot, c'est vraiment que les entreprises comprennent que ça n'est pas un coût de travailler sur sa résilience, c'est un investissement et que c'est un investissement qui est rentable pour devenir à un moment donné beaucoup plus robuste et pour préserver son avantage concurrentiel. Merci beaucoup Natacha Tréant et à bientôt sur Merci Thomas. Be Smart for Change. On passe à notre débat, la transition de l'industrie du textile.